Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette première FAQ parce que ça y est, on est au moment où je vous parle arrivé aux 5000 abonnés, donc merci beaucoup, je fais la danse de la joie, pas trop fort parce que Loulotte dort là-haut, et oui, au moment où je vous tourne cette vidéo, c'est aujourd'hui, hein. Vendredi 21 juin, bon pour Loulotte les cours sont finis parce que je suis aussi une maman avec une adolescente TSA et c'est pas facile, je vous en reparlerai, mais c'est pour ça que je vais pas crier alors que j'aimerais vous montrer ma joie, vous faire une chorégraphie, vous dire merci, 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 ta da ta da. Voilà, mais merci vraiment d'être de plus en plus nombreux et nombreuses. Cette chaîne m'apporte beaucoup puisqu'elle est devenue mon intéressé et du coup je vous remercie très sincèrement. Aujourd'hui donc je vais vous faire cette FAQ sans cut, c'est-à-dire que ce sera vraiment du moi, du spontané, donc voilà, il y aura peut-être des petits il y aura peut-être des petits moments de perdition, mais voilà, c'est le direct, c'est la vie. Donc je vais commencer cette FAQ en lisant vos questions et puis ensuite j'y répondrai et à la fin j'ai une surprise, enfin une surprise, ça va pas changer votre vie, hein, mais voilà, à la fin j'ai des choses à vous annoncer pour la chaîne, donc je suis très très excitée. Voilà. Si vous entendez des choses, voilà, c'est la pluie, il pleut énormément, je sais pas si ça s'entendra, mais j'espère que c'est un bruit plutôt relaxant. Joséphine est avec moi puisqu'elle a une question qui la concerne, donc voilà, elle va se mettre là et elle va attendre sagement que ce soit son tour à elle. Alors on va commencer, première question avec Clarisse. Alors Clarisse, elle attaque fort en nous demandant pourquoi le diagnostic d'autisme est si difficile à obtenir en France, pourquoi on manque autant de structures spécialisées pour les adultes autistes en France, pourquoi le diagnostic et l'accompagnement des personnes autistes adultes, adolescents et enfants est si défaillant en France, pourquoi y a-t-il encore un manque de connaissances des professionnels de santé en ce qui concerne l'autisme en France. Ah bah tu vois Clarisse, il y a même le tonnerre qui t'accompagne. Pourquoi quand on parle d'autisme, on voit encore une image principalement masculin? Pourquoi l'autisme est encore traité comme une pathologie psychiatrique en France alors que l'on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès la naissance de l'individu? L'autisme fait partie intégrante de la manière dont notre cerveau s'est construit. C'est pour ça que j'aime Clarisse, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors Clarisse, tes questions sont tellement intéressantes et pertinentes que j'en ferai plutôt une vidéo. D'ailleurs, quand j'ai lu tes questions, j'ai eu l'idée de faire une vidéo qui va traiter une partie de tes questions sous un angle plutôt sociologique, parce que tu me demandes pourquoi en France on est tellement en retard. J'ai pas la prétention de tout savoir, mais vous verrez que dans les vidéos suivantes, il y a des choses dont je vais parler au niveau sociologique et au niveau de la France. Et du coup, cette question est tellement complexe qu'elle fera l'objet d'une vidéo. Donc voilà, Clarisse, je ne te réponds pas aujourd'hui, mais j'espère que tu trouveras des petites miettes de réponses à mes prochaines vidéos. En tout cas, encore merci pour ces questions très pertinentes. Alors, là je garde. Delphine nous demande: bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un est diagnostiqué autiste. L'employeur peut aménager son poste de travail. Mais alors ce sera comme la prise en compte d'un handicap invisible. Est-ce que l'autisme est considéré comme un handicap dans le monde du travail? Alors question très intéressante. L'autisme est reconnu comme un handicap depuis 1996. Dans le monde du travail, ce qu'il faut savoir, et que moi je ne savais pas, et que j'ai vécu, c'est que lorsque vous êtes sur un poste, et que vous avez des difficultés, qu'il y ait eu un diagnostic ou pas, si vous avez des difficultés quotidiennes dans votre travail, vous pouvez vous demander à la médecine du travail un rendez-vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par votre employeur. Vous pouvez vous demander un rendez-vous à la médecine du travail. Une fois à la médecine du travail, vous pouvez expliquer vos difficultés. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'un diagnostic, et encore heureux, parce que c'est vrai que le diagnostic d'autisme, parfois on met 3 ans à l'avoir, donc si on a des difficultés à l'heure actuelle et qu'il faut y remédier à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Et là, la médecine du travail peut vous écouter et demander à votre employeur de faire des aménagements.
Et ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin de diagnostic. Je sais pas, moi, vous avez un autre souci complètement différent. Je sais pas, admettons que vous êtes migraineux de façon très intense et vous travaillez dans un environnement où il y a énormément de lumière qui vous déclenche des migraines. Bon bah là, de la même manière, vous pouvez aller voir votre médecin du travail en demandant peut-être à travailler dans un endroit où la lumière est moins forte. Ça peut se faire avec ou sans autisme, avec ou sans, voilà. Donc Delphine et tous les autres, allez voir la médecine du travail. Waouh! Petite parenthèse, ce soir chez moi, c'est la fête des voisins. Pardon, c'est que je n'ai pas encore su cette année comment décliner, donc je n'ai tout simplement pas ouvert mes messages, mais je sais que c'est ce soir et je sais qu'ils annoncent ce temps-là pour toute la soirée. Donc si la météo pouvait me sauver, ce serait formidable. Donc voilà, Delphine et d'autres, vous pouvez tout à fait aller voir la médecine du travail pour expliquer vos difficultés, pour demander des aménagements. Alors ça ne veut pas dire que l'employeur il va dire oui bien sûr, enfin voilà, moi j'ai un employeur qui est génial, hein, voilà, j'ai une chef qui est top. Je travaille dans le social mais dans un milieu qui est très ouvert, donc moi mes aménagements ils ont été pris sans difficulté, j'y avais déjà pensé moi-même en fait, donc quand je suis arrivée à la médecine du travail, je dis bah voilà, je souhaiterais arriver plus tôt pour me concentrer, pour voilà, et d'un autre côté louper une réunion par mois, enfin tout était déjà carré dans ma tête. Donc Delphine essaie et puis reviens nous dire, ça peut être utile du coup pour les autres personnes. Alors, question suivante. Mousse, bonjour, merci pour vos vidéos qui sont très éclairantes et agréables à regarder, merci. Je suis actuellement en formation de sophrologie et je souhaiterais avoir votre retour sur cette discipline. L'avez-vous déjà testé pour gérer le stress? Merci de votre réponse, bonne continuation. Alors Mousse, je connais un tout petit peu la sophrologie. Tu vas me corriger hein, parce que je fais ça en temps réel, donc je n'ai pas regardé sur internet. La sophrologie, je crois que c'est l'art de se détendre en posant notre conscience sur des parties de notre corps. Voilà, c'est ça. Tu me corriges hein, si j'ai faux. Est-ce que j'ai déjà testé? Alors oui, mais dans le sens plutôt scan corporel. Je ne sais pas du coup si c'est la même chose pour toi. Le scan corporel, c'est passer en revue en fait son corps avec une petite vidéo YouTube et essayer de mettre de la conscience dans chacune des parties de son corps. Et ça, oui, ça me détend parce que en tant que personne neurodivergente, souvent on a du mal à habiter notre corps. Voilà, on a toujours besoin de mouvement. Parfois, on sent pas des parties de notre corps, donc effectivement, on a besoin parfois de revenir à notre corps. Et pour ça, il y a tout plein de techniques. Et la sophrologie fait partie des techniques effectivement d'ancrage. Donc c'est vraiment excellent. Quand tu auras ta formation, je pense que tu pourras aider beaucoup de personnes à se poser dans leur mental en réhabitant un peu leur corps. Donc oui, moi très régulièrement, je fais sur internet des scans corporels, j'essaie de faire un peu de yoga aussi, j'essaie de faire de la méditation, même s'il y a des jours où sur 5 minutes de méditation, j'ai peut-être 10 secondes de pleine conscience, mais ça c'est voilà, c'est pas grave, on n'a pas à réussir la méditation, enfin voilà, on n'a pas à réussir quand on essaye de se détendre, on a juste à essayer de se détendre. Et c'est déjà ça la réussite, c'est de s'être posé et d'avoir essayé. Donc reviens nous dire Mousse quand tu auras ta formation. Alors, question suivante. Là, c'est directement pour vous, les abonnés Oseyo. Alors Oseyo, si tu veux, tu mettras un commentaire et je l'épinglerai pour que les personnes qui sont intéressés par ton projet puissent te contacter. Oseyo demande « Bonjour, bonne nouvelle pour les abonnés. S'il y en a qui souhaitent créer un petit groupe pour parler de TDAH, TSA, je suis partante sur Discord, Messenger, Facebook. Aussi, je cherche des gens ayant les 2 diagnostics qui seraient OK de répondre à quelques questions. J'ai un TDAH et je me questionne sur un potentiel TSA. » Merci beaucoup Oseyo. Donc j'épinglerai le commentaire d'Oseyo si des personnes sont intéressées pour discuter. Je ne sais pas si tu es lui ou elle, Oseyo. Pardon, des fois j'arrive pas à vous genrer parce que les avatars et tout ça. Donc si vous souhaitez créer un petit groupe pour discuter en tant que TSA et TDAH, allez voir Oseyo et voilà.
discuter entre vous. Moi, je me sens pas là en ce moment de créer un groupe, parce que la chaîne en tant que telle, avec tous les projets que j'ai, les futures vidéos et pour les abonnés et pour les souscripteurs, là je suis vraiment à fond et je sais que si je fais d'autres choses, je vais m'égarer. Et en ce moment, c'est une phase un petit peu difficile. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, voilà, les souscripteurs le savent, mais c'est une période qui est pas facile personnellement, et cette chaîne est vraiment quelque chose qui m'aide énormément au quotidien. Donc, je mets toute mon énergie, toutes mes cuillères dedans, mais gérer des groupes, ça, je saurais pas faire. Mais je suis sûre que vous, entre vous, vous pouvez vous apporter, vous aider, parce que effectivement, l'échange entre pairs, P-A-I-R-S, est vraiment très aidante dans le cas de la neurodiversité. Donc, allez voir Oseyo si vous êtes intéressé. Alors, autre question de Tori. Coucou Johanna. Petite question. J'aimerais bien écrire juste pour évacuer des choses dans ma tête, mais je n'aime pas relire ce que j'écris, je trouve que c'est négatif et ça me rappelle de mauvais moments. J'ai toujours vécu l'écriture comme ça, alors je ne conserve pas ce que j'écris. Est-ce que tu penses que c'est normal? Alors merci Tori pour ta question qui est intéressante. Alors déjà, ce que j'en pense, moi encore une fois, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je suis pas, voilà, je suis juste une maman, une éduque, une personne neurodivergente qui se cherche, mais en tout cas de ce que j'ai, de mon vécu, de l'écriture et de ce que j'ai pu lire justement sur la thérapie par l'écriture, oui, c'est tout à fait normal, Tori. Le plus important en fait dans la thérapie par l'écriture, c'est d'extérioriser. Donc tu peux très bien écrire sur une feuille et après la déchirer. Tu peux même faire un moment, tu vois, de je déchire et hop, je mets bien sûr dans la bannette à recyclage. Mais effectivement, on n'est pas obligé de garder ce qu'on écrit. Moi, j'ai des carnets et je garde parce que j'ai peur de ne pas me souvenir. Enfin, c'est une espèce d'obsession chez moi. Hein. C'est une hyperfixation, hein, la mémoire. Mais, alors je vais pas spoiler mon roman que les souscripteurs lisent sur la chaîne, mais pour vous dire sans dire, il m'est déjà arrivé, moi, de brûler des carnets entiers. Parce que c'était une période de ma vie dont je ne voulais plus me souvenir, parce que je sais que j'y retournais. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Tori, en disant, voilà, j'ai pas envie de garder. Et on n'est pas obligé de garder. On n'est jamais obligé de garder. Donc si vous voulez vous libérer par l'écriture, même par exemple si vous êtes en colère contre une personne, ça peut toujours faire du bien d'écrire des choses horribles, mais il faut qu'elles sortent. Hein. Je veux dire, on est des êtres humains, donc oui, des fois, on a des pulsions qui sont pas très jolies. Oui, c'est ça, être humain. Donc, vous écrivez et vous pouvez tout à fait, voilà, déchirer, brûler. Alors, brûler à l'extérieur, hein, on fait attention, hein, on ne brûle pas dans la maison. Je précise parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à faire des trucs... Enfin, pour vous dire, ma première brûlure au 3e degré, c'est quand j'ai essayé de m'épiler la jambe avec de la cire à la maison et j'ai fait complètement n'importe quoi et ça a giclé. Et... Voilà, fonction exécutive quand tu nous tiens. Donc voilà, je rappelle, on ne fait pas de feu chez soi. Mais en tout cas, si c'est en extérieur, si c'est safe et tout, vous pouvez ne pas garder. Voilà. Merci Tori pour ta question et merci pour ton soutien. Et voilà, j'embrasse le Canada. Le Québec, le Canada. Ah, mon Dieu, je suis nulle en géographie, je ne sais plus ce qu'on dit. Alors, autre question qu'on m'a déjà posée plusieurs fois, es-tu HPI? Non. Alors, le test de QI, j'en ai passé 2 dans ma vie. Un quand j'avais 12 ans, parce que justement, on commence à se poser des questions sur cette différence. Et à l'époque, j'avais un QI homogène à 128. Donc, voilà, c'est juste à côté de la douance. Mais à l'époque, je ne savais pas trop comment l'interpréter parce que je n'ai jamais revu ce psychologue. Et ensuite, quelques années plus tard, alors que j'étais à nouveau dans une recherche identitaire, j'ai repassé un test. Et là, pour le coup, j'avais 26 ans.
donc quelques années plus tard, et là QI hétérogène, c'est-à-dire que le verbal était plus haut que le pratique. Et moi de ce que j'ai lu, après je sais qu'il y a différentes écoles, hein, mais moi de ce que j'ai lu, avec un QI hétérogène, on ne peut pas parler de douance dans le sens où pour avoir un haut potentiel intellectuel, il faut avoir au-dessus de 130 avec un QI donc homogène. Et moi c'est hétérogène. C'est pour ça que dans le domaine des mots, souvent parfois je parais un peu maline. Mais vous me verriez au quotidien, il y a des moments où c'est pas du tout le cas. Donc non, je ne suis pas HPI. Non, je ne suis pas HPI, je ne me considère pas en tout cas comme HPI. C'est juste que du coup, j'ai des compétences qui sont hétérogènes. Alors une question de Mongji. Alors à laquelle, regardez, j'ai répondu parce que j'ai pas vu que c'était une question de FAQ, donc j'ai répondu. Voilà, hein, vous voyez que des fois je suis très fatiguée. Hein. Donc question de Mongji. Ma fille de 16 ans vient d'être diagnostiquée TSA. Comment puis-je l'aider dans son quotidien? Merci, bisous. Merci beaucoup Monji de poser la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui me suivent et je les en remercie. Et c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les enfants, alors que je pourrais, parce que ma formation initiale c'est éducatrice de jeunes enfants. J'ai une adolescente également qui est TSA. Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je ne sais pas. L'idée ne m'est pas venue. J'avais besoin de parler des adultes, enfin voilà. Mais c'est très fréquent de découvrir le TSA chez son enfant déjà scolarisé, voire même chez son adolescent. Et cette question est tellement importante, Mongji, que je pense qu'elle fera aussi l'objet d'une vidéo. Mais déjà, juste en attendant, ce que vous pouvez faire, les parents, et ce que vous faites déjà, hein, c'est de vous renseigner un maximum sur l'autisme, parce que c'est effectivement au-delà des clichés, c'est très peu connu, donc regarder des vidéos, lire des livres, etc. Je vous conseille aussi de regarder sur les forums. Et pourquoi sur les forums? Parce que sur les forums, vous allez rencontrer d'autres parents qui vivent aussi les mêmes galères que vous. Parce qu'avoir un enfant autiste avec ou sans déficience, ça peut être très compliqué dans le quotidien. Voilà, moi c'est mon cas. Et effectivement, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Et il y a des jours où c'est vraiment très difficile. Donc les forums, ça peut vraiment aider parce que du coup, on se donne des petits trucs entre parents. Vous voyez, pratico-pratique. Et on peut aussi poser et déverser, parce que en tant que parent aidant, parfois on a besoin de dire que c'est compliqué et c'est des choses qu'on peut pas c'est des choses que parfois d'autres parents qui n'ont pas d'enfant autiste ne peuvent pas vraiment comprendre, ou c'est des choses qu'on ne s'autorise pas à dire parce que c'est tabou. Même aux professionnels, on a peur de passer pour un mauvais parent, on a peur de passer pour le parent qui se plaint tout le temps, mais parfois on a juste besoin, voilà, de déposer en dehors des enfants pour pouvoir repartir avec un peu d'énergie. Donc mon deuxième conseil là, ce serait ça, ce serait de se rapprocher d'autres parents pour échanger. Et troisième conseil surtout, c'est s'entourer des bons professionnels. Moi, quand ma fille a eu son premier diagnostic, donc c'était un diagnostic au départ de TDAH qui a été ensuite invalidé par le CRA. Mais lorsqu'elle a eu son premier diagnostic et qu'on a commencé à voir plusieurs professionnels, moi je lui avais dit, écoute, voilà, on a ce souci-là qui s'appelle le TDAH, et on a une équipe de professionnels avec nous. Donc ça, c'est notre équipe, donc on va lui donner un nom. Donc ma fille avait donné un nom à sa petite équipe, et moi je lui disais, écoute, quand on a un souci et qu'on ne sait pas comment le régler, eh ben, on va se demander à quelle personne de l'équipe on pourrait demander conseil. Donc à l'époque, il y avait la psy, le psychomote, etc. Et du coup, ça, je me rappelle que ça l'avait un peu aidé. Le fait de se dire, bon bah voilà, il y a un souci et il y a une équipe pour nous aider. Et l'équipe, elle est là pour vous aider, que ce soit vous ou votre enfant. C'est-à-dire, moi, je me suis déjà retrouvée presque à appeler en larmes la pédiatre du réseau qui suivait ma fille parce que, voilà, difficulté. Et ça, c'est hyper important aussi parce que en tant que parent d'enfants autistes, il y a des choses, on ne peut pas les décider seul, vous voyez, parce que vous vous demandez, est-ce que ça c'est l'autisme, est-ce que ça c'est autre chose, comment je dois réagir, qu'est-ce qui est le mieux, enfin, on a besoin d'être entouré. Voilà, donc c'est les 3 premiers petits conseils que je vais poser ici, Mongji. Mais effectivement, il faut que je fasse une vidéo sur les parents. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai toujours l'impression en fait de coécrire les vidéos avec vous parce que vos commentaires sont ce qui me fait évoluer, vraiment. Je dis pas ça pour vous flatter,
Vous savez que je lis les commentaires, j'essaie vraiment d'y répondre quand je le peux parce que ça m'intéresse au plus haut point. Donc les parents, je compte sur vous pour, à la fin de cette vidéo, si vous avez des questions pratico-pratiques par rapport à vos enfants, afin d'orienter ma prochaine vidéo, et pourquoi pas de faire questions-réponses. Et je sais qu'il y a des jeunes, alors il n'y en a pas énormément sur ma chaîne, parce que je sais que les gens qui regardent ma chaîne ont mon âge et plus, et voilà, et j'embrasse toutes les personnes qui ont plus, et moi. Mais les jeunes, si vous pouviez me dire... qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui a été aidant pour vous dans ce que vos parents ont fait? Ou au contraire, quelle a été la chose sur lesquelles vos parents ont eu des difficultés? Et qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils fassent? Alors on n'est pas là pour dire... Enfin voilà, on n'est pas là pour se déverser sur les parents ou quoi que ce soit, mais de façon très factuelle, est-ce qu'il y a, vous, des choses qui vous ont aidé en tant qu'enfant, adolescent, autiste? Et vous, les parents, est-ce que vous avez des questions vraiment pratiques? Comme ça, moi, après, je reviens avec vous, avec vos questions, avec des retours et avec mon vécu. Et comme ça donnera une vidéo beaucoup plus dense et beaucoup plus pertinente qu'une réponse à des questions. Donc voilà, mon J, bravo, grâce à toi, il y aura une vidéo pour les parents d'enfants autistes. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous êtes parent d'enfants autistes, si vous l'êtes vous-même ou pas. Voilà, comme ça pourra m'aider à mettre le curseur. Alors, on va passer à Yuga Pillon. Petite question, si c'est pas trop personnel. Quelle est la plus grosse incompréhension de ton mari sur les comportements liés au TSA ou le TDAH? Quand tu as parlé de rêverie diurne, ça faisait référence à quoi? Y a-t-il un intéressé dont tu n'as jamais parlé en vidéo actuelle? Et plus con parce qu'il n'y a pas de raison que je sois uniquement sérieux, pourquoi Joséphine s'appelle Joséphine? Alors merci Yuga pour tes questions. Voilà, ça m'a fait rire. Alors, les incompréhensions de mon mari, je pense qu'un jour, j'arriverai à avoir son autorisation pour l'interviewer, parce que je pense que c'est le premier concerné, c'est lui qui doit parler. Moi, c'est compliqué parce que je suis trop proche de lui, et du coup, ben, les choses que je ressens, des fois, sont peut-être pas tout à fait... Enfin, voilà, j'aimerais bien un jour l'interviewer. Et je pense que ça pourrait être pertinent parce que ça pourrait parler aussi à d'autres conjoints, conjointes, et ça pourrait être beaucoup plus proche de la réalité. Donc c'est pas que c'est personnel, parce que j'ai aussi une vidéo que j'ai déjà écrite qui s'appelle « Quand le partenaire ne comprend pas ». Justement parce que ce sont des questions qui me tiennent à cœur et oui, bah, qu'on a vécu aussi, effectivement. Les rêveries diurnes. Alors, les rêveries diurnes, les rêveries de la journée, c'est-à-dire à quoi on pense? Eh ben, je faisais référence à, et je suis sûre qu'il y en a plein qui font ça, tous les petits films qu'on se fait dans sa tête. Vous savez, les petits films, et moi je m'en fais mais des millions par jour, quoi. Et alors généralement, moi, mes petits films, ils sont à deux opposés. Faut vraiment que j'arrête de fumer. Ils sont à deux opposés, mes petits films, c'est-à-dire, dans une situation, je m'imagine toujours le pire du pire du pire, ou le meilleur du meilleur du meilleur. Voilà, c'est-à-dire que j'ai autant des rêveries où, voilà, je sais pas, moi, demain, ma chaîne, elle fait le gros buzz, et ça y est, je peux vivre correctement, acheter mes probiotiques, emmener ma fille en vacances, enfin bref, voilà. Et des fois, je pense à des choses vraiment catastrophiques, ou voilà, scénario catastrophe, grosse maladie, tout ça. Et ça, c'est par rapport en fait au présent. Voilà. Des fois, dans le présent, ou alors quand je suis en train d'attendre, là par exemple, bah, j'attends ma lettre d'AH, donc j'imagine tout plein de trucs. J'imagine aussi où je serai quand je l'aurai. Enfin, vous voyez, je me fais vraiment des films comme si c'était un vrai film. Je me vois chercher, là je sais que l'AH, enfin le recours d'AH, il va arriver cet été, donc je me vois en tongs chercher mon courrier. Enfin, je pense que comme beaucoup d'autistes, je suis très visuelle, et moi, tout commence par les images. Et même les romans que j'écris, mes romans commencent par une scène imagée. Et c'est comme si moi, j'apprenais les personnages par la scène. C'est-à-dire qu'il y a une scène vraiment qui vient, qui revient, qui revient, qui revient. Et je commence le roman par là, par cette scène que j'ai imaginée. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je ne veux pas m'écarter trop loin parce que
je suis capable de partir dans ma tête très loin et l'autre jour, il y a un abonné, je vous jure que c'est vrai, s'il se reconnaît, je lui fais coucou, qui a demandé sous la vidéo Autiste et heureux si c'était un crypto-test. Alors je savais pas ce que c'était qu'un crypto-test, cette personne m'a expliqué que c'était un test pour voir si on faisait partie d'un groupe ou pas. C'était une vidéo où je blablatais au travail parce que j'avais eu une bouffée de joie et j'avais donc cette mèche. Alors vous voyez, maintenant elle a poussé là, ça y est, j'arrive à faire des nattes avec. Mais j'avais cette mèche là qui tombait et j'arrêtais pas de faire ça. Et la personne m'a dit si tu n'as rien compris de la vidéo mais que tu n'as vu que la mèche, c'est que tu es autiste, c'est le test. Non, non pas du tout. J'ai pas fait ça. Pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que des fois je pars loin. Voilà, je pars loin et il faut me recentrer. Donc je suis recentrée. Yuga, j'espère que je t'ai répondu. Tu me demandes ensuite, y a-t-il un intérêt actuel? Donc j'ai jamais parlé en vidéo. Actuel, non, parce que j'ai déjà parlé. Alors si, voilà, les tasses. J'adore les tasses. Mais comme je suis aussi Marie Kondo, et ben, je n'ai pas une grande collection. J'ai une toute petite collection. Et j'ai notamment une théière de toute beauté. Donc je me sers pour arroser mes plantes. Attendez, je vous la montre. Attention, mon trésor. Regardez comme elle est belle. Et alors ce que j'ai adoré à la brocante où je l'ai achetée, c'est sa tenue en main. Oh, on la tient dans la main, on a l'impression qu'elle a été faite pour la main de l'être humain. Alors moi j'aime bien le Japon et je trouvais que les... Et alors le petit bruit que ça fait là, quand ça s'ouvre... J'adore, j'adore. Et donc j'arrose mes plantes avec ça. Voilà. J'ai aussi le petit sucrier qui va avec. Et j'adore. Moi quand je vais dans des brocantes, il faut me retenir. Il faut me retenir parce que je fais une fixette voilà, sur la porcelaine, les tasses, et je bois même pas de thé en plus. J'aimerais bien, vous savez, être la meuf qui aime bien le thé, quoi, qui s'y connaît en thé, thé noir, thé... Moi, je suis café, kawa, café clope. Bon, on n'est pas parfait, hein, mais voilà, porcelaine. Je vais m'arrêter là pour les intéressés. Alors, pourquoi Joséphine s'appelle Joséphine? Je te remercie parce que, en fait, c'est une belle histoire. Enfin, c'est une belle histoire. Ça va me permettre de vous parler d'un intéressé que j'ai eu par le passé et que j'ai toujours, mais auquel je ne m'adonne plus, non pas parce que par manque de temps, mais parce que je suis arrivée au bout de ces recherches. J'ai eu un intéressé pour la généalogie. Et pourquoi c'était aussi vital pour moi, c'est parce que sur mes 4 grands-parents, Joséphine, où est Joséphine? Est-ce que j'ai ramené Joséphine quand j'ai été chercher la théière? Mon Dieu. N'importe quoi. Oh, Joséphine est tombée. Vous voyez, ça c'est mon quotidien. Je sors quelque chose pour faire quelque chose et je le perds. Oui, donc sur mes 4 grands-parents, 3 sont de l'ADAS. Aujourd'hui, on dit l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Et d'ailleurs, je travaillais pas tout à fait... j'ai monté les escaliers. Je travaille pas tout à fait avec l'ASE, parce que moi, je suis plutôt juge aux affaires familiales. C'est-à-dire que moi, dans mon travail, j'ai des enfants qui viennent voir leurs parents dans le cadre de séparations difficiles, mais on a aussi un service d'enfants qui viennent voir leurs parents lorsque eux-mêmes sont placés. Et donc, sur mes 4 grands-parents, il y en a 3 qui sont de l'ADAS et j'ai demandé leur dossier. Et quand on est en ligne directe et que la personne est décédée, on peut avoir le dossier de ses grands-parents. Donc j'ai eu les 3 dossiers de mes grands-parents, avec les jugements, avec... enfin, voilà. Et du coup, je montre. Alors ça, j'ai fait un classeur comme ça pour 2 de mes grands-parents. Donc vous voyez, alors ça c'est... Ça, c'était le carnet, en fait, de ma grand-mère, son carnet de placement. Donc, je cache le nom, mais vous voyez qu'à l'intérieur, il y a la petite médaille avec... alors, c'est pas très joli dit comme ça, mais avec le numéro d'immatriculation du pupille de l'enfant. Voilà, sa petite médaille.
Et il y a... Voilà. Et donc j'ai connu l'histoire de ma grand-mère. Donc ma grand-mère que j'ai peu connue puisqu'elle avait des problèmes de santé et qu'elle est décédée assez jeune. Mais donc j'ai su qu'elle avait été placée parce que sa propre mère avait des problèmes psychiatriques. Et elle s'appelait Joséphine. Et donc Joséphine, comme j'ai eu le dossier, eh ben, j'ai pu voir, alors je vous montre là, ça ce sont toutes ces lettres qu'elle a envoyées donc, à la DAS pour demander des nouvelles de ses enfants. Parce qu'à l'époque c'était comme ça qu'on faisait, il n'y avait pas encore les visites médiatisées, donc elle a été séparée de ses enfants à cause de ses problèmes psychiatriques, il y avait aussi de la violence, il y avait de l'alcoolisme. Voilà, c'est de là d'où je viens. Et... Joséphine m'a touchée dans ses lettres. Déjà, bon bah voilà, moi j'aime beaucoup la correspondance, la graphologie, puisque ça. Donc de voir l'écriture d'une de mes ancêtres, de l'avoir demandé des nouvelles de ses enfants. Alors j'ai eu aussi son dossier médical de quand elle était à l'hôpital psychiatrique. Donc ça c'était très très intéressant parce que c'était du coup au début du siècle. Et vous voyez, alors ça par exemple c'est alors je cache. Ça voilà, c'était le carnet des infirmières à l'époque, donc voilà. J'ai toute l'histoire en fait, donc c'est passionnant. Et comme Joséphine, donc qui est mon arrière-arrière-grand-mère, m'a touchée, j'ai décidé d'appeler mon paresseux Joséphine. Mais au départ, c'était pas mon paresseux Joséphine. Au départ, Joséphine s'appelait Thomas. Et oui, parce que Thomas, je l'avais acheté pour je crois que c'était les 8 ans de Loulotte. Parce que je le trouvais, voilà, déjà à l'époque, j'avais flashé. Merci. Déjà à l'époque, j'avais flashé, mais je pouvais pas me l'acheter pour moi, parce qu'à l'époque, je masquais tellement que j'essayais de faire que des trucs normaux. Voilà, je me disais, bah non, les adultes, ils ont pas de peluche. Moi, mon doudou, c'était mon traversin que je mets toujours. Voilà, il fallait que je serre quelque chose, mais c'était mon traversin. C'était un peu plus adapté. Donc, j'ai acheté Thomas à Loulotte, qui en a profité pendant des années. Et du coup, un jour, Loulotte a fait le tri. Oui, elle t'a trié. Et Loulotte a fait le tri, et du coup, bah, elle voulait plus de Thomas. Voilà. Donc, je lui ai dit, bah, je le récupère. Et il fallait que enfin voilà, j'avais envie de rebaptiser, donc je lui ai mis, alors pareil, ça c'est un t-shirt que ma fille avait, bah oui, parce que les enfants un jour ils grandissent, ils rentrent plus dans leurs vêtements, et on se dit, oh c'était tellement mignon. Alors celui-là, il y a écrit Rice to meet you, et c'est un jeu de mots, Rice to meet you, nice to meet you, avec des sushis, j'adore, voilà, bon. Et donc bah Thomas, je l'ai renommé Joséphine, voilà. Alors, merci pour cette question parce que du coup, ça m'a permis de vous partager ça. J'avais des choses à vous dire maintenant sur la chaîne. Alors, comme les vacances vont arriver et que vous voyez que c'est un peu compliqué pour moi de tourner parce que je vais pas être seule et parce que un petit coup dur en ce moment, je pourrais plus faire de vidéos tous les vendredis. Ça, je pense que vous le comprenez tout à fait. Et j'ai envie de continuer dans la qualité parce que vraiment... voilà, j'aime faire des montages, j'aime faire des personnages. Donc il y aura des personnages, il y aura de l'humour, mais pour ça, ça demande du temps. Donc j'ai déjà écrit beaucoup de vidéos d'avance qui sortiront, mais voilà, peut-être pas tous les vendredis. Et il y aura bientôt des collaborations. Donc ça, je suis très contente de vous l'annoncer. Je vais collaborer avec une psychologue spécialisée dans les TSA et TDAH. Donc la vidéo sortira quand elle sera prête, mais en tout cas voilà, il va y avoir une personne spécialisée dans ces troubles qui va venir répondre à nos questions. Et je vais aussi faire une collaboration plutôt musicale avec une chaîne musicale, Rick, voilà, on va préparer ça, pour parler de Balavoine. Voilà, donc je suis très contente pour toutes ces collaborations qui arrivent. Pour les souscripteurs, Chronique d'une emprise est bientôt terminée. Donc vous avez vu le chapitre 13 folle, il n'y a plus que 2 chapitres et Chronique d'une emprise est terminée. Et ensuite il y aura d'autres histoires, d'autres ASMR. Je vais continuer le projet Radiotiste parce que c'est un projet voilà, qui me tient vraiment à cœur. Et pour les abonnés, je prépare de nouvelles vidéos. Donc continuez s'il vous plaît, restez là. Continuez de discuter par message. Moi, j'adore vous lire. Je trouve qu'il y a un aspect vraiment sociologique.
Et en plus, comme on prend là en expansion, je commence à avoir des messages pas très sympas, mais je vous avoue que c'est passionnant. Parce que quand on parle avec les gens qui sont au départ sur la défensive, eh ben, on arrive à comprendre des choses et donc ça va donner lieu à une vidéo spéciale sur qui sont les négationnistes de l'autisme. Parce que justement, j'ai pu discuter ou pas, parce que parfois il y a des gens souvent qui n'ont pas répondu, mais voilà, parfois j'ai pu discuter avec des personnes et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant d'ouvrir le dialogue. Donc je vais pouvoir vous dire qui sont les négationnistes. Je crois qu'il est temps de finir cette vidéo parce que je n'arrive plus à articuler. Bon je vous remercie en tout cas, c'est un plaisir de faire cette FAQ. N'oubliez pas les parents, posez-moi vos questions et les plus jeunes, dites-nous ce qui vous ont aidé et puis si vous avez aussi des commentaires sur ce que j'ai dit, n'hésitez pas, ce sera un bonheur d'interagir. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis peut-être à dans 2 semaines. Voilà, on va prendre le temps de faire la qualité. Et en attendant, prenez soin de vous, hein, c'est important. Et Joséphine, dont vous connaissez toute l'histoire, vous embrasse. Salut!